Bonsoir. Vaccin contre le cancer du col de l'utérus, l'affaire continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Après les nombreuses interrogations et autres réticences des populations, le diocèse d'Obala, lui, vient d'interdire ce vaccin dans ses écoles et formations sanitaires. Pour les hommes de Dieu, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est incomplet, et parce que celui-ci, qu'il n'y a que 15 papillomavirus humains qui n'ont pas été inclus dans ce vaccin-là. Lorsqu'on connaît l'importance du vaccin dans la vie de la communauté, du pays et même du continent, qu'est-ce qui pourrait justifier cette levée de bouclier alors qu'il est question de santé publique? De plus, si l'on se fie au rôle du vaccin, celui-ci est là pour sauver. Qu'est-ce qui fait donc problème? Les raisons avancées par les personnes contre ce vaccin sont-elles fondées? Notre hôte de ce soir, justement, est contre ce vaccin. Elle, c'est une dame, nous donnera ses raisons. Docteur en anthropologie, option conflit, identité, culture de l'université de Douala et de Strasbourg en France. Elle a défendu une thèse sur le thème « Maternité et décès maternel à Douala, approche socio-anthropologique ». Loin du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, nous allons donc également évoquer le volet mortalité maternelle. Chercheur et chargé de cours au département d'anthropologie de l'université de Douala, en juin 2015, elle a assuré l'intérim à la tête de ce département. Depuis novembre 2017, elle est membre de la commission sociologie du comité consultatif des institutions universitaires, secrétaire générale de la coordination du syndicat national des enseignants du supérieur de l'université de Douala depuis 2017 également. Docteur Jeannette Woguin-Fotso est assise ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane donc et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, le diocèse d'Obala vient d'interdire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans ses établissements et formations sanitaires. La raison, c'est que le vaccin est incomplet. Vous êtes également contre ce vaccin-là. Quelles sont vos raisons à vous? Les raisons sont multiples, mais avant de répondre à votre question, il faut dire que il ne s'agit pas ici de remettre en question le programme élargi de vaccination parmi lesquels la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, mais davantage le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Quand on regarde la cible qui est censée être vaccinée, on se pose bien des questions parce que jusqu'à présent, on n'a pas de données probantes sur cette tranche de la population. On ne sait pas si des essais cliniques ont été faits sur la tranche de la population concernée. Par ailleurs, quand on observe les données qui existent un peu partout, que ce soit davantage en Europe, parce que c'est là où en Occident on va dire, on a plus de données, les responsables se sont insurgés contre ce vaccin parce que les effets secondaires à court, long et moyen terme ne sont pas connus. Mais on voit déjà que quelques enfants qui ont été vaccinés présentent des risques graves de santé. En France, par exemple, il y a eu des cas où la jeune Oriane, je pense bien, a porté plainte et demande une indemnisation. Aux États-Unis, il y a eu des décès liés à ce vaccin. Au Canada également, il a été demandé qu'on ait plus de données avant de s'engager à pouvoir vacciner les enfants. Et au Japon, contrairement à ce que certains ont dit, on a purement et simplement enlevé ce vaccin du programme élargi de vaccination. Pas parce que les Japonaises ont une meilleure qualité de vie, mais du fait des conséquences qui ont été observées au sein des jeunes filles qui avaient été vaccinées. Voilà ce que je peux déjà dire sur la raison pour laquelle je suis contre le vaccin.
Alors, vous avez cité des pays en Occident, mais le Sénégal, par exemple, l'a introduit dans son programme de vaccination. Et là-bas, il se dit qu'il n'y a pas de, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci, tout va bien et d'ailleurs la vaccination se poursuit. Je veux dire, peut-être que ce sont des... Je spécule, hein, peut-être qu'il y a des effets secondaires ailleurs, mais pour le cas du Sénégal, par exemple, on n'en a pas encore parlé. Oui, on n'en a pas encore parlé. C'est vrai même au Cameroun, hein, parce qu'on a reçu ici la semaine dernière le coordonnateur du programme élargi de vaccination dans le littoral qui parle aussi. Il y a eu des vaccinations à Edea et à Fumban et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'effets secondaires. Oui, on ne va pas remettre en question ce qui se passe au Sénégal. Moi, le cas qui m'intéresse, c'est celui de mon pays. Par rapport à ces vaccins, quelles sont les données qui sont disponibles et accessibles à la masse? Qui est en possession des résultats, quel est le profil épidémiologique de ces enfants d'Edea et Fumban dont vous parlez qui ont été vaccinés? On dit que c'est depuis 2014 que ces enfants ont été vaccinés. De 2014 à 2020, ça fait, on va dire, juste 16 ans. Et j'ai même entendu certains se vanter de ce que certaines de ces jeunes filles avaient déjà donné la vie. Est-ce que c'est parce qu'on a déjà donné la vie qu'il n'y aura pas... on parle comme si la seule conséquence majeure serait que la fille ne soit pas plus tard capable de procréer. Or, il ne s'agit pas de cela. Le problème, c'est quels sont les effets secondaires du vaccin dans l'organisme de la jeune fille qui a été vaccinée. Est-ce que ces données sont accessibles? Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai discuté avec des médecins. Il y en a qui m'ont même dit qu'on ne peut pas en parler au téléphone. Ils préfèrent qu'on en parle de vive voix. Parce que selon lui, on ne sait jamais. Il préfère me donner ses points de vue. Donc, les avis sont partagés. Mais maintenant, la question, c'est que je suis appelé à me poser, c'est qui roule pour qui dans ces cas-là? Parce que les pédiatres qui en parlent, ça suppose qu'ils ont suivi un certain nombre d'enfants de 9 à 14 ans. Parce que les pédiatres reçoivent les enfants des 0 à 16 ans. Qu'ils nous sortent les statistiques de leur consultation pour dire, depuis, on va dire, 1980, je prends une date comme ça au hasard, ou même 90, pour qu'on ait une variable de 30 ans, voilà ce que j'ai observé. Parmi les enfants que j'ai reçus, il y a eu tel nombre de cas qui étaient prédisposés à développer le cancer du col de l'utérus. Et si on veut rester seulement dans les formations hospitalières publiques, nous avons au moins 10 hôpitaux dans nos chefs-lieux de région qu'on prenne dans les registres d'abord des pédiatres et des médecins, parce que ce sont les deux corps, les deux spécialistes qui reçoivent les enfants. Et on peut même travailler davantage avec le médecin, parce que le médecin reçoit tout le monde, et les enfants et les femmes adultes. Si on prend dans les femmes, quel est le pourcentage qu'on a retrouvé prédisposé à développer le cancer? Parce qu'il faudrait bien qu'on fasse une étude rétrospective pour avoir un bilan réel de la chose. Et je dis bien, ce n'est pas juste être contre ce vaccin, non. Qu'on ait des données dans nos 10 régions pour qu'on arrive même à déterminer au sein de quelle communauté on a le plus de personnes susceptibles de développer ce cancer. Et personnellement, je pense que ce n'est pas la principale mesure préventive contre le cancer. Jusqu'à preuve de contraire, dans nos pays comme dans les autres pays, dans les pays du Nord, le frottis reste la meilleure prévention. Comment aller investir autant d'argent pour vacciner les gens alors que le même argent pouvait être investi pour faire le frottis aux adolescentes, même pas aux adolescentes, parce qu'il y a vous voyez, le cancer du col de l'utérus, il y a une grosse polémique autour parce que les médecins même n'ont pas les mêmes discours. Il y en a qui disent que, du moins ceux que j'ai rencontrés, il y avait 2 catégories, il y en a qui disent que la femme sexuellement active, je mets sexuellement active entre guillemets, parce que quand on dit sexuellement active, c'est comme si la femme passait le temps à avoir des rapports sexuels. Donc celles qui ont plus ou moins régulièrement les rapports sexuels, au-delà de 35-40 ans, elles doivent faire le frottis cervico-vaginal une fois par an. Il y en a qui disent tous les 3 ans. Et il y en a aussi qui m'ont dit,
au-delà de 40 ans, c'est chaque année pendant 5 ans. Si au bout de 5 ans, on ne découvre pas de substance, de matière cancérigène, on peut donc arrêter même de faire ce frottis. L'âge a d'ailleurs été revu à la baisse, c'est 25 ans désormais. Oui, en Occident, principalement en Suisse, on encourage les jeunes femmes à se faire dépister, à faire le frottis à l'âge de 25 ans. S'agissant du volet effets secondaires, j'ai quand même vu quelque part, l'OMS dit que ces vaccins ne peuvent pas entraîner la maladie parce qu'ils ne contiennent pas de virus vivant. Et celui administré au Cameroun, il ne serait pas seulement, comment je vais dire ça, il serait quadrivalent, il est quadrivalent, oui. Il ne s'arrête pas qu'au type 16 et 18, oui. Dont il est question, il combat également le 6 et le 11. Oui. Donc, est-ce que selon vous, et de plus, il parle de environ 80%. Donc, ma question, est-ce que vous ne voyez pas là qu'il faut peut-être oui. Encourager cela, c'est 80%, c'est même plus de 80, selon 85 par là. Est-ce que ce n'est pas mieux ou alors vous pensez qu'il faut attendre les 100% pour réagir? Non, il ne faut pas qu'on reste dans la propagande inutile. Parce que quoi? Il y a 21 souches du cancer du col de l'utérus. Et là, on ne protège que contre 4. Que fait-on? Ce sont les plus virulents. Oui, ce sont les plus virulents. Même s'ils sont les plus virulents, rien ne garantit qu'il peut avoir des mutations. Parce que n'oublions pas que le cancer n'est pas une maladie, je pense bien, immunisante au même titre que la poliomyélite ou la fièvre jaune. Parce que si on parle des vaccins, si on prend le cas de la fièvre jaune, quand vous partez de votre pays pour un autre pays, on vous exige de vous vacciner contre la fièvre jaune. Pendant longtemps, on demandait de renouveler au bout de 10 ans. Depuis quelques années, il n'est plus question de renouveler une fois qu'on s'est vacciné. Parce que quoi? Il y a eu la pharmacovigilance qui a observé sur un certain nombre d'années. Donc tout ce que le Camerounais qui sort du pays doit avoir, il doit avoir son carnet jaune dans ses bagages de cabine pour montrer que je suis immunisé contre cette maladie-là à vie. Donc, il y a une maladie et on ne protège que contre 4. Quelles sont les études qui ont été menées pour nous démontrer effectivement que les 4-là, on peut en prendre sans problème? Parce que jusqu'ici, les données qui sont disponibles en Suisse, en France, au Canada, aux États-Unis, en Autriche, parlent de 70% de protection. Et que ces substances précancérigènes vivent régulièrement dans l'appareil génital de la femme, mais il arrive que ces éléments disparaissent de manière spontanée. Donc, pourquoi choisir la solution, à mon sens, de la facilité? Il vaut mieux éduquer les populations, qu'on éduque les populations à une meilleure hygiène de vie. Dans ces mêmes travaux, on nous dit que le cancer, les facteurs de risque sont le tabagisme. Dans un pays comme le nôtre, où les femmes ne sont pas nombreuses à fumer, pourquoi se précipiter à vacciner? Combien de femmes fument au Cameroun? Combien d'adolescentes fument au Cameroun? On parle des grossesses, non pas des grossesses autant pour moi, de la sexualité précoce. Elles sont combien à avoir une sexualité précoce? Et même quand elles ont une sexualité précoce, ce n'est pas comme si elles vont, il me semble, à la découverte de la sexualité, mais après, elles peuvent de temps en temps avoir ces rapports. Mais ça ne veut pas dire que ça devient, on va dire, leur pain quotidien. Donc voilà les deux principaux facteurs qui ont été évoqués. Pendant longtemps, les gynécologues me disaient que évoquaient un seul motif, la multiparité. Oui. Or, sur cette base-là, dans nos formations hospitalières, quand les femmes vont donner la vie, il y a toujours des statistiques. Qu'on prenne dans ces statistiques, il y a aussi les adresses complètes des femmes dans nos registres hospitaliers. Qu'on fasse une étude rétrospective de cette catégorie de femmes ayant eu une multiparité pour voir si elles sont plus exposées au cancer du col de l'utérus que les autres. Et quand on voit même
le comportement des jeunes femmes aujourd'hui, on peut se poser des questions. On donne des hormones aux femmes pour éviter des grossesses. On ne tient pas compte que les effets secondaires de certaines de ces pilules, à long terme, entraînent ces maladies, entraînent le cancer du col. Donc, dans un pays comme le nôtre qui est en train de se développer, on va dire, il serait souhaitable qu'on fasse des recherches d'envergure pour pouvoir décider si oui ou non c'est le moment de vacciner. Et si on va encore rester sur cette vaccination, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas les populations à risque? Dans nos différentes familles, on peut se poser des questions. Connaissant les manifestations de ce cancer, est-ce que votre soeur, votre mère qui est décédée ou qui est en vie avait cette maladie? Si elle ne l'avait pas, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas une maladie générationnelle. Et donc, on met l'accent, si on y tient, sur les familles où on reconnaît que plusieurs personnes sont prédisposées, plusieurs femmes autant pour moi, ou plutôt le genre féminin dans cette famille est prédisposé à développer le cancer. Autrement, vraiment, qu'on continue de vacciner nos enfants dans le cadre du programme élargi de vaccination. Encore que, si on prend même la polio, la coqueluche, la diphtérie et toutes ces maladies, on inocule le même vaccin aux enfants sans connaître leur capacité à résister. Et si vous avez observé les enfants qui ont été vaccinés, tous ne réagissent pas de la même manière. Il y en a qui font 48 heures de fièvre, 72 heures, 1 an. Moi, je connais un parent qui a vacciné sa fille depuis le vaccin de 9 mois. Elle avait une température, on va dire, normale. Jusqu'aujourd'hui, elle a 20 mois. Sa température n'a pas changé. Du moins, sa température oscille entre 39 et 40. Parfois même 41. Tous les examens ont été... Enfin, les examens que le pédiatre, et un bon pédiatre, le docteur Ngom, Marcel, a fait des examens dans 2 laboratoires. Un laboratoire privé de la place et le laboratoire de l'hôpital général pour pouvoir comparer les résultats. Mais tous les examens qu'il a prescrits sont sortis négatifs. C'était juste pour dire que même lorsque les vaccins qui n'ont pas a priori présenté des conséquences majeures sur des enfants, nos enfants ne supportent pas de la même manière. Combien de fois dans le vaccin contre le col de l'utérus, contre le cancer du col de l'utérus, où des données existent et sont développées. Donc, il y a même des vidéos, il y a une grosse documentation là-dessus pour dire aux gens, on n'est pas forcément contre ce vaccin, mais il y a d'autres mécanismes qu'on peut utiliser pour préserver la santé de la future femme. Docteur, vous avez relevé quelques points où j'aimerais quand même qu'on revienne là-dessus. Vous parlez de l'âge. Oui. Le vaccin, il est principalement administré aux filles de 9 ans. Oui. Ça peut aller jusqu'à 13 ans, mais la tranche actuelle, c'est 9 ans. Oui. Alors, selon les médecins, pour la meilleure efficacité de ce vaccin-là, il faut cette tranche-là, parce qu'il est important que la fille n'ait eu aucun contact sexuel. Et de plus, les tests ont révélé que le vaccin confère une meilleure protection lorsqu'il est administré à cet âge-là par rapport à l'âge plus avancé. Cet âge reste questionné. Parce que quand on prend une enfant de 9 ans, si elle a fait un parcours sans faute, elle est au plus au coût élémentaire 2. Donc, combien de nos enfants qui sont au coût moyen 2 sont sexuellement actifs? Encore sexuellement actifs, je mets entre guillemets, parce que les linguistes et les littéraires ne seront pas d'accord avec ce terme sexuellement actif. Donc, je dirais plutôt, combien de nos enfants qui sont en classe de coût moyen 2, 6e, 5e, ont leur premier rapport sexuel entre ces 3 classes-là. Quand on observe les adolescentes, même moi qui suis dans votre fauteuil, on n'avait pas une sexualité précoce, c'était les affaires de 18-19 ans, 20 ans où on avait son premier rapport sexuel. Mais on ne va pas nous dire qu'aujourd'hui, la majorité des adolescentes ont leur rapport sexuel. Mais on est dans la prévention. On est dans la prévention. C'est pour ça qu'il faut peut-être le faire avant. On est d'accord, mais
on a tellement de structures qui peuvent faire des recherches. J'ai fait un travail une année avec GIZ, pour ne pas le nommer, où on cherchait à savoir quel était l'âge auquel les jeunes filles avaient leur premier rapport sexuel. C'était dans la région du littoral, du centre et du nord. Là, une bonne tranche de la population, une bonne tranche des adolescents avaient leur premier rapport sexuel autour de 16-17 ans. Si on avait fait une recherche nous disant, voilà la tranche d'âge où les adolescents ont majoritairement leur rapport sexuel, on peut donc prendre la tranche en deçà. Mais le problème n'est pas tant la tranche d'âge, même si il demande à être questionné, c'est l'efficacité avérée de ce vaccin contre le cancer du col. Justement, ils disent que c'est à cette tranche-là, c'est à 9 ans. Oui, mais il protège... 15 ans, 16 ans, ce n'est plus... ça ne pourrait plus avoir le même effet. Je suis d'accord. Mais il protège au regard de la quasi-totalité des résultats à 70%. Et les mêmes travaux de recherche disent que ce n'est pas parce que vous avez été vacciné que vous ne pouvez pas avoir le cancer du col de l'utérus. Oui, justement. Donc, il y a quand même un questionnement. Parce que normalement, selon les médecins, toujours, je ne suis pas médecin, Oui. Selon les médecins, après le premier rapport sexuel, la jeune fille devrait commencer à se faire dépister. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien là-dessus. C'est difficile à dire, puisque... Donc, normalement, elle doit se dépister si elle commence une activité sexuelle. Oui, elle doit, c'est ce qu'on dit. Mais pourquoi on va investir autant d'argent dans ce type de prévention, alors que le même argent pouvait permettre dans les 10 régions de d'abord faire le frottis. Mais selon vous, est-ce qu'on devrait faire dans le frottis, même s'il n'y a pas d'activité sexuelle? D'après les médecins, on n'a pas besoin de faire le frottis quand on n'a pas eu un rapport sexuel, à moins qu'on ait été exposé. Si on a été exposé, par exemple, dans le cadre d'un viol ou une relation incestueuse, on peut le faire parce que de toutes les façons, il y a eu rapport sexuel. Donc moi, ma question, c'est pourquoi ne pas investir l'argent davantage dans... pourquoi ne pas vulgariser le frottis afin que on conscientise les adolescents avant leur sexualité et au cours de leur sexualité pour qu'elles puissent éviter cela. Parce que quand on parle même des adolescentes, c'est comme si vous et moi, nous n'étions pas exposés. Nous également, nous sommes exposés, mais sûr. Nous devons, parce qu'on a forcément un partenaire dans nos vies, nous devons régulièrement faire le frottis. Et l'autre problème, c'est que même à ce niveau, je vous l'ai dit tantôt, tous les médecins ne sont pas d'accord avec l'écart qu'il peut avoir entre 2-3 frottis. Il y en a qui disent que, on a d'un côté ceux qui pensent qu'on peut le faire après 1 an. Quand c'est après 1 an, on doit le faire de manière consécutive pendant 5 ans. Et d'autres qui pensent qu'on doit le faire tous les 3 ans. Donc vous voyez que même les médecins qui sont les spécialistes du domaine n'arrivent pas à s'accorder. Et s'il faut revenir sur le cas du Cameroun, pourquoi on ne donne pas la parole à nos gynécologues obstétriciens qui accueillent suffisamment de femmes dans nos formations hospitalières et privées et qui ont des registres? Donc on pouvait partir de ce gros travail que les gynécologues obstétriciens font, ainsi que les médecins, pour pouvoir mettre à la disposition de la population des données pour qu'on comprenne le bien fondé de ce vaccin. Mais vous allez voir quelques épidémiologistes qui viennent en parler, des pédiatres qui en parlent, j'ai vu ça sur une chaîne nationale, mais qui en parlent sans ces statistiques. Moi, pédiatre, je prendrais mes statistiques en disant, de 2010 à 2020, ça fait quand même un écart de 10 ans, voilà le nombre d'enfants que j'ai reçus, et voilà le nombre d'enfants qui est prédisposé ou a développé le cancer. Et sur cette base-là, on a toujours les adresses des parents. On peut retourner pour faire une enquête. On a des médias publics et privés qui peuvent lancer des appels pour qu'on puisse résoudre le problème. Parce que c'est comme si
Dans dans le domaine de la santé publique, le cancer du col de l'utérus est la seule maladie à laquelle les citoyens camerounais sont exposés. Moi, c'est un peu ça qui me gêne parfois. C'est la deuxième cause de décès chez les femmes par cancer. Après oui, cancer, mais ce n'est pas comme si... Après le cancer du sein. On est d'accord. Mais le problème, c'est la démarche qui est en train d'être utilisée. Là, ça m'amène à parler du profil génétique. Alors, est-ce que selon vous, on a en face de nous deuxième cause de décès par cancer chez les femmes? Oui. Est-ce qu'à ce moment, si le profil génétique est nécessaire, est-ce que c'est pas mieux de dire, on sauve d'abord ce qui est là, avant d'aller dire, bon, est-ce que dans votre famille, il y a eu des malades du cancer? Est-ce que c'est pas plus important de... Sauver, là, je mettrais ça entre guillemets. Parce que il n'est pas question de sauver. On est dans ce qu'on va appeler éviter. Parce qu'il n'y a pas de garantie à 100% que parce que j'ai été vaccinée adolescente, je ne vais pas avoir le cancer du col de l'utérus. Mais docteur, là on est dans les recherches scientifiques. Moi je me dis que ça évolue. Oui. On cherche parce qu'avant déjà on ne parlait pas de vaccin. Oui. Est-ce que ce n'est pas évolutif? Selon vous, est-ce qu'on ne peut pas accorder déjà du crédit? Parce que moi, les chiffres que j'ai au Cameroun, on me parle de environ 85%. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas évolutif? Est-ce que ces chiffres ne sont pas déjà quand même importants? Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on est parfois appelé à questionner les chiffres qu'on nous avance. Qu'on nous dise que dans XY formation hospitalière du Cameroun, voilà les données statistiques. Parce que quand on se base sur des statistiques plus ou moins fondées comme celle-là, sans qu'on ait les sources réelles, moi ça me pose problème. Parce que ou on est chercheur ou on ne l'est pas. Parce que ce n'est pas parce que l'État propose de le faire qu'on va dire, ok, comme l'État nous aime suffisamment, il faut absolument qu'on y adhère. On a vu l'État, pour le moment, reculer par rapport au problème de la taxe sur les téléphones. Mais tout ce que les mères demandent, c'est que quoi? Qu'on nous présente des données convaincantes qui vont amener les mères à vacciner leurs enfants, à faire vacciner leurs enfants, comme elles le font dans le cadre de la poliomyélite, dans le cadre de la diphtérie, dans le cadre de la coqueluche, et même les rappels qui sont souvent demandés. Ce n'est que de ça qu'il s'agit. Pourquoi croit-on que, même si le vaccin est préventif, est-ce que le cancer du col de l'utérus est une maladie immunisante? Parce que si on nous dit que c'est une maladie immunisante, on peut faire une autre lecture. Mais jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas le cas. Pourquoi quand nous citons les exemples dans les pays occidentaux, quand nous prenons les pays occidentaux en exemple, pourquoi cette fois-ci on ne peut pas prendre dans le sens inverse ou en disant, ok, comme dans tel pays, il est avéré qu'il y a eu des polémiques ou des contestations, arrêtons-nous un instant pour faire de la recherche dans notre environnement avant de nous y engager. Parce que ce n'est pas mauvais de vacciner, mais il faut qu'on ait plus d'informations avant de s'engager à vacciner les préadolescentes, parce que là on ne parle même pas des adolescentes. Peut-être par rapport aux chiffres, docteur, parce que ici on parle en 2018, 2356 nouveaux cas. 2356 nouveaux cas. Et à l'échelle mondiale, on parle de 15 cas pour 10 000, pendant qu'au Cameroun, on a 30 cas pour 10 000. Donc nous faisons... Non, c'est même 30 cas pour 100 000. Pour 100 000, pardon, c'est 100 000, pas 10 000. Oui. 15 cas pour 10 000 à l'échelle mondiale, pendant que nous, au Cameroun, on a 30. Est-ce que là, c'est pas la sonnette d'alarme? Est-ce qu'on ne devrait pas quand même s'arrêter pour se dire... Je dis bien, on s'arrête pour savoir ce qui se passe. Mais c'est la démarche qui pose problème. Moi, je continue de dire que il y a d'autres moyens de prévenir plutôt que de vacciner. Parce que il y a d'autres moyens. Il y a l'hygiène de vie qui est sur laquelle on devrait sensibiliser. On sensibilise toujours, mais est-ce que la population répond? On ne va pas faire comme si la population était complètement irréfléchie. Hein. La population observe. Quand on dit que le tabac tue, on fume toujours. Oui, mais l'État est complice. Pourquoi on n'interdit pas l'exportation du tabac?
parce que c'est la plante non alimentaire la plus produite au monde. Hein. Donc on produit le tabac plus que le riz, le maïs, le haricot. Donc l'État devrait, à mon sens, jouer son rôle quand on l'attend vraiment. Parce que le cancer tue certes, mais moi je suis vraiment pour qu'il y ait des études au préalable avant de s'y engager. Nous avons des enfants dans nos familles qui souffrent de la drépanocytose, hein, et la drépanocytose n'est pas subventionnée au Cameroun. Et même les malades de cancer dont on parle là, il n'y a pas de subvention. Et pour ce cas précis, vraiment, qu'on arrête de faire croire aux Camerounais qu'ils ont l'obligation de vacciner leurs enfants contre le cancer du col de l'utérus. Ce n'est pas une maladie à classer au même titre que les autres maladies reconnues au programme élargi de vaccination, où on sensibilise et où les parents ont toujours adhéré. Les parents ont toujours adhéré au programme élargi de vaccination, parmi lesquels les maladies que j'ai citées. Mais si les parents sont en train de s'interroger dans le cas précis, c'est qu'il y a forcément une question. Mais docteur, je veux dire... Un problème, je voulais dire. Vous avez présenté un cas tout à l'heure, un enfant qui a été vacciné jusqu'aujourd'hui, il fait la température. Oui. Alors, le parent a fait confiance à ce vaccin-là. Oui. Parce que peut-être selon les recherches, c'était normal à 100%. Pourquoi on ne fait pas confiance aussi à ce vaccin-ci alors qu'on n'a pas encore, du moins au Cameroun, de cas palpables où on nous dit cette personne a cette maladie parce qu'elle a été vaccinée contre le vaccin, cancer, oui. Bon, le col de l'utérus. Le cas du Cameroun est encore à questionner un peu plus que les cas occidentaux. Parce que dans les cas occidentaux, il y a des recherches qui sont menées par la plus haute hiérarchie du domaine de la santé. Et malgré ces recherches qui sont menées, malgré le soin qu'on apporte aux personnes qui ont été vaccinées, dans des pays comme la France, où il y a la sécurité sociale, ce n'est pas le cas chez nous, où déjà les populations n'ont pas, l'État ne subventionne pas la maladie parce qu'il n'y a que quelques personnes dans quelques secteurs privés et publics qui bénéficient de l'assurance maladie. Encore que ces assurances maladie ne soignent pas, ne couvrent pas toutes les maladies et n'achètent pas, ne permettent pas d'acheter tous les médicaments. Donc, d'où la question de savoir, est-ce que ce ne sera pas un problème de plus? Ce d'autant plus que, sur 21 souches, il n'y a que 4 qui seront protégées. Que fait-on des 18 autres? Parce que ça ne va pas évoluer de la même manière dans les différents organismes. Parce que même notre alimentation d'aujourd'hui, notre type de vie, nous prédispose à certaines maladies. La consommation abusive même, abusive ou non, de certains médicaments. Parce que le médicament, de toutes les façons, a son degré de dangerosité dans notre organisme. Mais on suppose toujours qu'on doit respecter la posologie et tenir compte des effets secondaires avant de s'y engager. Mais là, les résultats ont déjà montré que ce vaccin ne protège pas à 100%. Il est bon de mener plus de recherches avant de s'y engager. On ne dit pas ne vous y engagez pas. On dit simplement pour le moment, menons plus de recherches à long terme pour effectivement voir si c'est nécessaire d'utiliser, de rester comme ils disent à l'ère de la vaccination. Mais on peut plutôt opter, en attendant d'avoir ces données convaincantes, d'opter pour le frottis. Alors, je vais encore un peu insister, docteur. Oui, alors, sur l'échelle des priorités, selon vous, est-ce que c'est mieux, donc, une mort avec les douleurs qu'on connaît au cancer que les effets secondaires dont on n'est pas encore certain? De toutes les façons, une mort est une mort. Il n'y a pas de grande mort ou de petite mort. Donc, il serait... Je continue de... Pardon? Je continue de dire qu'on n'est pas en train de s'insurger contre le vaccin. Mais on demande simplement plus de données, qu'on nous renseigne un peu plus par rapport à ce que nous avons déjà comme information sur ce qui se passe dans les autres pays qui sont plus outillés que le nôtre. Ces données sont déjà disponibles et accessibles.
quelles sont donc les données dans notre pays? Parce qu'en France, on aime souvent prendre l'exemple. Il y a des médecins qui ont dit 9 ans, c'est la grosse catastrophe, vacciner les enfants de 9 ans. Pourtant, on sait bien que dans ces pays-là, la sexualité est bien plus précoce que dans les nôtres. Parce que dans ces pays-là, l'adolescente a droit à la pilule du lendemain quand elle va à la pharmacie et on la lui donne gratuitement pour lui éviter une grossesse précoce. Est-ce que c'est parce que ces pilules du lendemain existent qu'on n'a pas de grossesse précoce dans ces pays-là? Il en existe toujours. Donc, dans notre pays, qu'on fasse des recherches dans nos 10 régions et on nous dit, oh regarde, nous avons des pédiatres, des médecins, des gynécologues obstétriciens suffisamment outillés qui peuvent nous renseigner. Pourquoi ces gynécologues obstétriciens ne prennent pas la parole? Parce qu'on est en train de prendre les gens de manière éparse. Un pédiatre qui vient dire ce qu'il en pense, un épidémiologiste qui vient dire ce qu'il en pense. Où sont les travaux que les gynécologues obstétriciens ont fait sur le cancer du col de l'utérus? Et nos pédiatres, quelles sont leurs statistiques depuis qu'ils reçoivent nos petits-enfants? À partir de là, on peut dire, ok, comme on a donc un échantillon qui a été vacciné en 2016, en 2014 autant pour moi, voilà, nous sommes en 2020, observons la tranche de la population neutre qui n'a pas été vaccinée pour pouvoir comparer et voir quelle est l'évolution entre ces deux. Donc on peut se dire qu'ok, le premier tour, ces enfants ont été utilisés comme les cobayes. Ces cobayes vaccinés, prenons la même tranche de la population qui n'est pas vaccinée et observons pour voir si les résultats sont les mêmes. Je vous garantis que dans les autres pays où la même étude a été faite, il n'y avait pas grand changement, il n'y avait pas grande différence entre les personnes qui avaient été vaccinées et les personnes qui n'étaient pas du tout vaccinées. Et je redis bien, vous vaccinez contre le cancer du col de l'utérus, n'empêche pas que vous puissiez plus tard avoir ce cancer. Et le vicaire l'a bien dit dans sa note, où il demande que dans les écoles qui sont sous sa responsabilité, que les enfants ne soient pas vaccinés. Et à aucun moment donné, il n'a dit que le vaccin était quelque chose de dangereux. Il dit bien, nous n'avons pas assez d'informations. Et il nous faut plus d'informations avant de nous engager dans cette vers cette nouvelle aventure qui est la vaccination. Parce que, et malheureusement, on est dans un espace où tout nous vient de l'extérieur. Parce que ça vient de l'extérieur, même là où ça vient, il y a contestation. En Europe, aux États-Unis, il y a eu contestation. Mais ces firmes-là sont contestées dans leur pays d'origine. Donc ça devrait quand même ça devrait être une sonnette d'alarme pour qu'on fasse un peu plus attention. Si nous ne sommes que des consommateurs, utilisons les bons moyens pour pouvoir consommer ce qui nous est proposé. Parce que jusqu'à présent, les enfants qui sont vaccinés, il n'y a pas encore eu de cas graves où on dit qu'un enfant a été vacciné et il est passé de vie à trépas. On observe qu'il y a des hausses de température. Encore que, il y a des médecins et des parents qui n'ont jamais vacciné leurs enfants parce qu'ils estiment qu'ils offrent une alimentation de qualité à leurs enfants. Et ils sont convaincus que la qualité de l'alimentation va participer à booster l'immunité de ces enfants-là. Parce qu'en réalité, partout où nous allons, il y a des microbes. Mais l'organisme est toujours en alerte pour combattre ce qui est autour de nous. Donc ce n'est pas tant être contre le vaccin, mais juste qu'on comprenne qu'il y a quand même des Camerounais qui se posent des questions. Et par rapport à ces questions, on a besoin de réponses. Et il faudrait donc que les mères fassent attention. Sauf si cette mère-là a par exemple dans sa famille utérine des femmes qui ont toujours développé le cancer du col de l'utérus. À ce moment-là, elle va dire, ah tiens, la vaccination là, ce vaccin-là peut concerner ma petite fille. Encore que le patrimoine génétique qu'on a peut-être pris du côté de notre père n'est pas forcément, ne nous rend pas ne favorise pas que nous puissions développer. Et je dis bien, pendant longtemps, on attirait l'attention des femmes sur le fait que c'est quand elles ont une multiparité, donc quand elles ont fait beaucoup d'enfants, qu'elles développaient le cancer. Mais il y a eu au Cameroun des femmes qui ont fait 16,
15-20 enfants. Jusqu'à récemment encore, j'ai pris part aux obsèques d'une maman qui a fait 12 enfants. Elle n'est pas morte parce qu'elle avait un cancer. Ce n'est pas pour dire que ce cancer-là n'existe pas. Donc vous voyez, on a suffisamment de population à risque qu'on peut interroger, faire des investigations, autant pour moi, pour prendre la bonne décision et au bon moment. Donc, selon vous, pour vous maintenant, ce qu'il faut préconiser, c'est le frottis. Absolument. Et pas le vaccin. Le frottis, on le met dans quel cadre? Donc, préventif ou que finalement... Il est préventif, il est préventif. Est-ce qu'une maman aussi va accepter d'aller faire le frottis à son enfant? Ah, donc elle n'est pas prête à aller faire le frottis à son enfant, mais elle est prête à aller vacciner son enfant. J'en sais rien. Ah, mais non. Prenons la solution qui est constructive. Parce que je dis bien, il n'y a pas de garantie à 100% comme dans le cadre de la polio. Parce que dans le cadre de la polio, le professeur Rose Leque a par exemple fait des sorties pour dire que la polio était éradiquée au Cameroun. Mais avec ce qui s'est passé à l'est du Cameroun, elle continue d'encourager les femmes à aller faire vacciner leurs enfants. Et il est bon que les parents adhèrent parce qu'on est dans la logique de on ne sait jamais. Il vaut mieux vacciner parce que ça a toujours fait ses preuves. Parce que ce même vaccin contre la polio ne se fait plus dans d'autres pays. Le BCG aussi ne se fait plus dans tous les pays. Parce que la pharmacovigilance est toujours en train d'observer, les épidémiologistes observent les maladies pour dire, bon, depuis 5, 10, 15, 20 ans, on a plus, depuis 5 ans par exemple, ces maladies-là, on ne l'a retrouvée nulle part. Donc, on peut se permettre de ne plus vacciner. Donc, il ne s'agit pas par exemple du vaccin contre la polio, de la diphtérie ou du BCG. Donc, que les mamans qui sont elles-mêmes concernées, parce que si je fais mon frottis, je peux déjà avoir une idée. C'est un peu comme on dit, dis-moi qui tu es et je te dirai d'une manière ou d'une autre quel sera le sort de ta fille. Donc si moi, je fais un frottis de manière régulière, je peux plus ou moins imaginer ce qui peut être le cas de ma fille. Donc qu'on mette plus le paquet, ce pactole qu'on s'apprête à éjecter, qu'on mette ça plutôt dans la sensibilisation et renforcer d'autres domaines de la santé publique. Vous pensez vraiment qu'entre le cancer du col de l'utérus, qui n'est d'ailleurs pas efficace à 100%, et la drépanocytose pour laquelle l'hospitalisation journalière coûte 250 000 francs à un parent qui n'a pas les moyens, il faut choisir entre les deux? On continue Tout est prioritaire, mais on continue de sensibiliser, peut-être en demandant aux parents de connaître les personnes qui ont déjà les rapports sexuels, de faire le test d'électrophorèse pour éviter... Alors, j'ai quand même eu l'avis de certains gynécologues qui sont pour le vaccin. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet secondaire. Et il faut questionner aussi, si demain, cet enfant développe une quelconque maladie, est-ce qu'on est certain que ça vient du vaccin? Donc, les recherches que moi j'ai menées disent le contraire. Donc, je ne sais pas de quelle chapelle sont les médecins que vous avez rencontrés. Mais les données, on est d'accord, mais les données existantes montrent qu'il y a déjà eu des cas avérés, il y a eu des plaintes. Et on a, depuis 2013, au Japon, qu'on a retiré ce vaccin. Et des polémiques sont nées en France en 2011, je crois. Et bien d'autres pays du monde où on a dit non, on continue de renseigner avant de s'y engager. Moi, j'insiste sur le fait que dans plusieurs pays du Nord, les données sont disponibles, accessibles. Mais dans les pays comme le nôtre, où on veut fonctionner dans certains domaines comme à la mode, comme on a fait là-bas, nous aussi nous devons faire. Comme ils ont fait, on a l'avantage que les risques sont déjà présentés, sont déjà recensés. On peut donc, au regard des risques déjà recensés, de l'absence de la totalité efficace, faire des recherches dans notre pays pour voir au regard de ce que nous avons et au regard du discours ou des faits probants qui existent sur cette maladie dans 3, 4, 5 pays européens et même de l'Afrique,
voilà ce qu'il faut faire. Voilà la bonne décision que nous prenons. Moi, j'ai lu un travail fait par des... Je n'ai pas pu ça, par des médecins au Rwanda. 3 médecins au Rwanda. Ils ont fait des observations au CHU, donc au Centre Hospitalier Universitaire. Ouais. Et c'est sur la base des résultats présentés qu'ils ont commencé à réfléchir sur la nécessité de vacciner ou pas les femmes ou les adolescentes dans leur pays. Mais en mettant toujours, comme je disais, l'accent sur les populations à risque. Parce que quand on a fait de la recherche, ça permet de mettre l'accent sur les populations à risque. Parce qu'on va dire, ok, on prend des gens d'1,80 m. Ça veut dire que si vous avez 1,79 m, vous n'êtes pas concerné. Voilà ce qu'ils font par exemple. Il y a un CHU au Cameroun et il y a des formations hospitalières comme l'hôpital La Quintini, l'hôpital général, l'hôpital gynéco. Il y a des données disponibles dans ces formations hospitalières qu'on ne demande qu'à analyser pour les rendre disponibles afin de permettre justement aux gouvernants ou à ceux qui en ont la décision de mieux renseigner la population. Il n'est pas question de venir à la télé pour dire que non, il faut, c'est obligatoire, parce que non. Parce que même les juristes, je me suis rapproché de quelques-uns, ce n'est pas, encore que, ce n'est pas obligatoire dès lors qu'il ne s'agit pas d'une maladie endémique. Si c'est une maladie endémique et donc contagieuse, ben, on va vous forcer. Mais ce n'est même pas le cas. Donc s'ils s'engagent en voulant faire comme en utilisant la force, ça va faire problème. On veut juste de meilleurs et de très bons renseignements de qualité pour dire, chers parents, il est l'heure pour vous de vacciner ou de faire vacciner vos enfants. Alors, on a bien compris. Le frottis, il vaut mieux encore sensibiliser sur le absolument, frottis. Absolument. Pour approfondir les recherches sur le vaccin, oui. Pour qu'on soit tous tranquilles, on sait qu'en inoculant telle molécule à notre enfant, on ne court pas le risque. Oui. Parlons de mortalité maternelle maintenant. Oui. Vous avez défendu une thèse sur le thème « Maternité et décès maternel à Douala, approche socio-anthropologique ». Alors, quels sont les éléments qui vous ont motivé à choisir ce thème-là? Oh, c'était plusieurs éléments tristes, hein? Plusieurs événements tristes autant pour moi. D'abord, cette habitude d'écouter les annonces sur notre radio nationale. Monsieur X a la profonde douleur d'annoncer le décès de sa femme à la suite d'un accouchement difficile. Et là, nous étions... C'est au milieu des années 90. Sa mère restait au travers de la gorge. Et après, des camarades de lycée, au lycée de Kribi, on a perdu des camarades qui se faisaient avorter. Bon, c'est resté toujours. Et à l'université, quand j'étais, je crois, en master, en maîtrise, on va dire, il y a une Rwandaise, Christine Gakoboa, que je n'ai jamais oubliée, qui est décédée à la suite de l'accouchement dans un hôpital de la Caisse. Et moi, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est que elle faisait régulièrement ses consultations prénatales et elle avait échappé à la barbarie qui avait eu lieu dans son pays. Vous imaginez, au sorti de cette euphorie, qui était de cette guerre, toute joyeuse, elle arrive au Cameroun avec ses 2 premiers enfants. Elle a trouvé un travail, son mari aussi, et elle s'est dit, ouf, je suis dans un pays où il y a la paix. Autant faire un enfant. Malheureusement, elle est décédée. Et c'était vraiment une très grosse douleur. Ça me fait toujours mal de savoir qu'elle est partie comme ça. D'abord, le fait d'avoir échappé à la guerre, d'avoir échappé au génocide en 1994 et de venir s'installer au Cameroun et après, elle meurt comme ça. J'ai donc commencé, parce que mon travail de maîtrise portait sur l'explication. J'allais sur le terrain pour chercher les causes de la mortalité maternelle dans mon village. Mais sur place, je n'ai pas trouvé les causes de la mortalité, mais plutôt une communauté où les parents, les femmes ménopausées expliquent les décès maternels.
Par exemple, en disant sur le fait de ne pas respecter les interdits alimentaires et comportementaux qui peut entraîner un décès. Donc, je suis resté sur ma faim. Et c'est donc à la suite du décès de Christine Gakoboa que je dis, ben non, moi je vais commencer à chercher. Et à côté de cela, les travaux publiés par quelques chercheurs qui disent qu'ils aiment beaucoup l'Afrique, et même l'OMS, j'ai rien contre l'OMS, le discours international dit que les femmes meurent dans les pays africains ou en Afrique, comme ils aiment le dire, parce qu'elles n'accouchent pas en milieu hospitalier. Or, Christine, elle n'est pas morte parce qu'elle n'a pas accouché en milieu hospitalier. Elle est morte à l'hôpital de la Caisse, à la suite d'une hémorragie de la délivrance. Et donc, c'était une chaîne, une succession d'effets négatifs. Elle est arrivée à l'hôpital à temps. Mais malheureusement, il y a eu un souci au niveau de la banque des sangs, où pour un problème, je ne me souviens plus bien, on disait que celui qui avait les clés n'était pas là. Christine est décédée, on l'a enterrée au cimetière d'Etoudi. Et j'ai donc dit, bon, je vais donc questionner. Moi, je vais aller au-delà de ma douleur et au-delà des chiffres qui sont annoncés dans plusieurs travaux. Parce que au Cameroun, en 1998, on avait 430 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et là, on avait une majorité de sages-femmes qui officiaient dans nos maternités. Mais ce n'est que depuis 2013 qu'on a formé de nouvelles sages-femmes, sachant que le besoin en sages-femmes était en 2012 de 4500. Ce qui n'est pas le cas dans les formations hospitalières, parce que la majorité de sages-femmes travaillent plutôt dans les formations privées. Et le plus souvent à Yaoundé et Douala. Donc le maillon fort dans nos formations hospitalières, ce sont les infirmières diplômées d'État, qui certes font un bon travail, mais il y a des situations où elles n'ont pas toujours tous les moyens nécessaires pour pouvoir sauver la vie de la mère et de l'enfant. Donc voilà quelques éléments. Donc c'était ce discours international sur les décès maternels. Donc j'ai commencé à lire les travaux sur cette mortalité maternelle. On parlait des chiffres. J'ai dit, bon, moi, je vais aller au-delà de ma douleur et des chiffres qui sont annoncés pour suivre au quotidien un échantillon non représentatif des femmes. Parce que moi, je faisais une étude qualitative. Donc, c'est le discours des femmes qui m'intéressait. Et comme le système hospitalier camerounais a une organisation pyramidale, j'ai voulu pardon, avoir les femmes dans à différents niveaux. Donc, dans les centres de santé intégrés à l'époque, dans les hôpitaux des districts, dans les hôpitaux de référence. Donc, et parmi lesquels un hôpital en zone rurale, Bomono, l'hôpital de la Cité des Palmiers, l'hôpital protestant de Dorbati et un centre de santé Sainte-Thérèse à Dikaï du côté de Pécadis et l'hôpital Lakentini. Parce que quoi, il fallait avoir des femmes qui vont à l'hôpital public, les femmes qui vont dans les hôpitaux confessionnels catholiques et protestants, et après des femmes qui vont dans les centres de santé. Oui. Est-ce que la femme qui vit en zone rurale va à l'hôpital au même rythme que celle qui est en zone urbaine? Parce qu'on fait croire qu'en zone rurale, les femmes accouchent sans faire de consultation prénatale et le plus souvent à la maison. Dans mon travail, je me suis rendu compte que la quasi-totalité des femmes n'accouchent à la maison qu'accidentellement. Le premier réflexe est celui d'aller à l'hôpital. Quand elles arrivent à l'hôpital, d'abord, les consultations prénatales, elles y vont à quel moment? La majorité y va au-delà du premier trimestre. Les gynécologues, obstétriciens et les médecins, et même la littérature affectée à ce domaine, demandent que les femmes aillent à l'hôpital dès lors qu'elles n'ont pas leurs règles. Donc, quand on est dans le soupçon de la grossesse, on doit aller à l'hôpital parce que ce sont les premiers examens qui permettent de savoir où est-ce que l'embryon est logé, est-ce qu'il est vraiment dans l'utérus ou alors dans la paroi utérine, ce qui va entraîner une grossesse extra. Et laquelle grossesse extra, si elle n'est pas prise en charge rapidement et de la disponibilité du bloc opératoire,
et même du personnel officiant, on va perdre la vie. Donc, la culture, donc la femme vit une sorte de syncrétisme entre ce que l'hôpital propose, ou ce que l'obstétrique propose, et ce que la culture propose. D'un point de vue culturel, on encourage les femmes à garder le secret de la grossesse parce que on croit toujours que l'autre est notre ennemi. Si il y a les mauvais yeux. Oui, il y a les mauvais yeux, le mauvais regard, voilà. Donc, même les femmes médecins que j'ai eu à interroger parce que j'ai fait un travail, une sorte d'hommage que j'ai voulu rendre à Hélène Gokana, qui était décédée à la suite de la complication de sa grossesse. Même certaines femmes médecins m'ont dit que, bon, généralement, elles ne sont pas pressées d'aller à l'hôpital. Mais elles, c'est parce qu'elles ont un certain savoir obstétrical. Donc, elles ont le temps de comprendre leur corps au regard de ce qu'elles ont appris à l'école. Et c'est la raison pour elles se justifier. Mais nous autres qui sommes profanes, si on n'a pas lu, on ne peut pas savoir qu'on est à risque. Et donc, quand les femmes arrivent à l'hôpital, il y a une typologie qu'on peut se faire du personnel qui s'occupe qui prend en charge la femme enceinte. Il y en a qui sont vraiment professionnelles et que je salue de tout cœur. On les appelle souvent les mamans bébés. Donc, quelle que soit votre allure quand vous arrivez, elle a le sourire, elle est vraiment professionnelle, elle vous encourage, elle vous tient même par la main, en vous disant « Ah, bienvenue, ah, ma chérie, comme tu es entrée là, mon fils là, qui va sortir ?» Et c'est moi, j'ai déjà sa femme, Donc, vous voyez, ça galvanise celle qui donne la vie. Donc, même quand elle a des douleurs, elle sait quel mot utiliser pour lui dire « C'est une douleur passagère, je ne veux pas te faire une épisiotomie parce que. » Donc, elle prend le temps d'expliquer. Mais il y en a qui sont, on va dire, que moi j'ai appelé les mitigés. Tout dépend de comment est-ce qu'elle s'est réveillée et de ses propres problèmes. Si elle est de bonne humeur, elle va bien vous accueillir. Et la dernière catégorie, vraiment, bon, pour elle, cette profession, c'est un pis-aller. Et ils sont allés parce que c'était la seule chose qui s'offrait à elle. Et dans cette catégorie-là, on en a justement qui se masculinisent au sens culturel du terme. Elles sont en quelque sorte une sorte de bourreau pour la femme qui vient donner la vie. Donc, au lieu de se féminiser, comme certains hommes qui aident à accueillir la vie, elle est plutôt dure. Mais parfois, je les comprends. Parce que quand on élève les filles dans nos différentes aires culturelles, contrairement à ce que Simone Beauvoir a eu à dire en France, où on ne naît pas femme, on le devient. Chez nous, c'est tout à fait le contraire. Chez nous, on est fille et on demeure femme jusqu'à ce que le souffle de la vie nous quitte. Donc, la femme est socialisée pour, comment dirais-je, elle est enculturée en tenant compte du fait qu'elle est appelée à donner la vie. Donc, elle doit savoir qu'elle devrait dompter toutes les difficultés auxquelles elle sera confrontée au cours de ce don gratuit. Donc, on ne mesure même pas. La notion de risque existe, mais parfois c'est elle-même en tant que femme qui minimise ce risque. Parfois c'est l'entourage. Parce qu'il y a eu des femmes qui vont à l'hôpital parce que c'est le mari qui lui dit bon, d'abord sa grossesse peut ne pas être une priorité familiale, parce que culturellement la grossesse n'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Mais plutôt une bonne maladie. Donc, si c'est une bonne maladie, pourquoi être pressée d'aller à l'hôpital? Donc, elle prend son temps. Et parfois, quand on arrive à l'hôpital, vous voyez, on est au bon moment, on est au bon endroit, mais pas entre de bonnes mains. Parce que parfois, c'est une césarienne in extremis qu'il faut faire. Le gynécologue, qui est tout seul, ne peut pas être d'astreinte 24 heures sur 24. Ce qui veut dire qu'il est important qu'on ait plus de gynécologues et des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Parce que toute vie est précieuse. Et aussi que les femmes aillent à l'hôpital au moment où il le faut. Et donc, dans ce travail, qu'est-ce que je découvre? Il y en a vraiment qui aiment leur travail. Et puis, les infirmières accoucheuses, pour qui j'ai beaucoup de respect, font du bon travail. Mais moi, j'estime que
elles ne sont pas suffisamment outillées pour accueillir la vie. La sage-femme, oui, parce que moi, je préfère copier ce qui vient de l'Occident, qui est positif. Parce que dans aucun hôpital occidental, vous ne verrez une infirmière aider à accueillir la vie. Jamais. C'est la sage-femme qui assiste le médecin. Ça peut être un médecin généraliste ou alors le gynécologue. L'obstétricien. Parce que chez nous, on parle de gynécologue, obstétricien, mais là-bas, c'est l'obstétricien. Donc, parce que la sage-femme, déjà, est considérée comme un personnel médical, mais qui n'a pas la technique, parce qu'elle ne peut pas pratiquer la césarienne. Or, le médecin et le gynécologue, l'obstétricien, peuvent pratiquer la césarienne. Dans ces hôpitaux, même le forceps n'est pas utilisé par la sage-femme, mais davantage par l'obstétricien. Et quand vous allez dans un pays comme la Hollande, qu'on appelle également Pays-Bas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, 30% de femmes accouchent à la maison. Je dis bien à la maison. Vous voyez, ça paraît pas possible. Elles accouchent à la maison parce que quoi? Il y a une sélection qui se fait au préalable, dès le début de la grossesse. Celles qui n'ont pas de grossesse à risque, pour lui permettre d'être épanouie dans sa grossesse, et parce qu'elle n'aime pas, par exemple, les formations hospitalières, les odeurs, il y en a qui ont peur de se faire contaminer ou d'avoir des maladies nosocomiales, elles préfèrent être accouchées à la maison. Donc, la sage-femme qui, dans ce pays, est dit hautement qualifiée, vient l'aider à la maison à donner la vie. Ça peut être dans sa cuisine, si elle estime qu'elle voudrait que son rejeton ou son chérubin naisse dans sa cuisine, parce que pour elle, c'est une belle aventure. Si c'est dans sa chambre, dans sa salle de bain, elle n'a pas de problème. Or, chez nous, les femmes meurent à l'hôpital. Donc, le problème n'est plus seulement le fait d'aller accoucher à l'hôpital. Il faut maintenant, au regard des données que nous avons, des données récentes, il faut maintenant questionner le professionnalisme de certains personnels médicaux et même paramédicaux. Il faut questionner. Parce que ce n'est qu'à force de travailler là-dessus, de faire des recherches, que je découvre cet axe de la recherche auquel personnellement je ne croyais pas, parce que vraiment c'était naïf de ma part de croire que dès lors qu'on est à l'hôpital, on sera sauvé. On est sauvé. Oui, et je vais un peu revenir ici. Je ne suis pas mandatée par l'hôpital Lakentini, mais les femmes que moi j'ai vues faire leur consultation à l'hôpital Lakentini ont tout accouché sans problème. Même si en salle d'accouchement, ce sont les infirmières accoucheuses qui officient, elles ont, comme on va dire, la routine, elles maîtrisent plusieurs petites choses. Mais les cas qui sont souvent décédés, parce qu'il y en a qui pensent, qui disent dans le discours populaire que c'est un mouroir pour la femme. On va à la Lakentini, Non, moi je parle de l'aspect du département où j'ai collecté mes données, la maternité. Toutes les femmes qui sont venues, moi j'appelais leur carnet, leur passeport. Quand elles ont le passeport de l'hôpital Lakentini, elles sont toujours très bien accueillies. Elles sont bien prises en charge. Ça ne veut pas dire que celles qui viennent d'ailleurs n'est pas bien prises en charge. Mais le problème de celles qui viennent d'ailleurs, c'est que quoi? Elles sont souvent référées. Donc, on a commencé à poser un certain nombre d'actes plus ou moins appropriés et on ne l'envoie à l'hôpital Lakentini que quand le pronostic vital est déjà engagé. Surtout que l'hôpital Lakentini a un plateau technique plus... On y trouve tous les spécialistes, parce que les femmes m'ont dit qu'elles vont à l'hôpital Lakentini parce que du fait du plateau technique, l'anesthésiste est toujours là, le pédiatre, il y en a toujours un, l'infirmière, toutes les personnes susceptibles d'intervenir, de former l'équipe du bloc, tout ce personnel est toujours disponible. Donc, c'est le fait de faire les tours qui entraîne souvent les décès pour le cas de l'hôpital Lakentini. Bon, on soulève souvent le volet pécunier aussi. Oui, le volet pécunier aussi. Ce n'est pas à négliger, mais celles que j'ai observées sont souvent très malignes. Elles peuvent vous garder sur le lit en disant que vous devez donner telle chose. Mais elles ne posent pas d'acte pouvant entraîner votre mort. Mais elle a des astuces médicales
pour vous maintenir Oui, on a vu les enfants prisonniers. dans le lit. Dans les... Moi, j'ai vu une dans les faire formations. des jumelles qui a motivé, mais la famille pensait que c'était les frères. Mais c'est après qu'on lui dit, mais non. Mais elle est restée sur sa table de 21h jusqu'au petit matin. Elle s'en inquiétait, mais moi, intérieurement, je disais, bah, elle ne sait même pas qu'elle est entre de bonnes mains. Accoucher des jumelles à 22 ans et par voie basse, c'est à féliciter. Donc, si l'infirmière décide de vous garder parce que vous n'avez pas encore fini de lui donner ce qu'elle vous a demandé, elle ne va pas vous abandonner. Elle continue. Les soins continuent. Oui, les soins continuent. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'aspect que je voulais évoquer. Et l'autre problème, c'est que quoi? Dans les hôpitaux, dans les centres de santé, le personnel le plus qualifié, c'est l'infirmière accoucheuse, diplômée d'État ou non. Et quand on l'envoie, par exemple, à l'époque, à l'hôpital de la Cité des Palmiers, qui ne faisait pas encore de césarienne, le personnel le plus qualifié qui la recevait, c'était encore une infirmière diplômée d'État. Or, le diagnostic qui a été précédemment posé, ce n'est pas la personne ayant la même qualification. Donc, il aurait été intéressant qu'on l'envoie plutôt vers un hôpital de référence où il y a un médecin ou un gynécologue obstétricien qui a plus d'éléments. Mais le problème, c'est souvent le manque d'argent qui, quand on refait une femme à l'hôpital général, elle pense qu'elle ne pourra pas être prise en charge parce que, entre guillemets, c'est l'hôpital des riches. Or, ce n'est pas toujours le cas, mais quand on a les moyens d'y aller, mais il vaut mieux. On a quand même vu des enfants, des familles gardées dans les hôpitaux parce que les frais. Oui, on est d'accord, mais je préfère être bien prise en charge et qu'on me garde prisonnière plutôt que de... 6 mois, parce qu'on a vu une qui avait fait 3 mois dans une formation. Oui, mais je pense aussi que là, c'est parce que tous nos services ne fonctionnent, tous nos ministères ne fonctionnent pas bien ou n'ont pas toujours le budget nécessaire. Parce que... Le service social, là-bas, on avait dit c'est fermé. Oui, le service social a un budget qui ne permet pas toujours de prendre en charge toutes les personnes indigentes de notre société. Donc, ce sont des ministères où on devrait avoir plus de budget pour pouvoir accompagner la femme qui donne la vie et toutes les personnes en difficulté que nous avons dans notre société. D'accord. Alors, selon vos recherches, du moins, c'est partant de vos recherches que vous faites la conclusion qu'accoucher au Cameroun, c'est un pari hasardeux? Oui, c'est une véritable gageure au regard des résultats parce que à l'issue, on peut être une bienheureuse. Bienheureuse parce que quoi? On a accouché comme une femelle qui met bas. L'enfant est en bonne santé, la mère aussi. On peut être une bienheureuse meurtrie parce qu'on a accouché par voie basse normalement. L'enfant est malade, il peut être mal fait, il est handicapé. On peut... être une échappée belle parce que, et dans les échappées belles, on a 2 catégories. Celles qui accouchent par voie basse et qui subissent une déchirure de la vulve, qui subissent l'épisiotomie, parce que là, il faut couper. Il faut couper. La paroi qui relie la vulve à l'anus, il faut couper pour favoriser la sortie de l'enfant. Et on garde les séquelles toute sa vie. L'enfant peut être en bonne santé comme il peut être mal fait ou alors il peut mourir. Et on a également les césarisés. Et dans les césarisés, il y a les césarisés programmés. Donc elle a fait ses consultations, le médecin a décidé que bon, on va faire votre césarienne au bout de 38 semaines, 5 jours. Donc c'est organisé, c'est préparé, c'est programmé. Et dans l'autre cas, on a les césariennes in extremis, où rien n'est préparé. Mais quand on arrive au niveau du sauvetage materno-fœtal, on court au bloc sans être forcément suffisamment préparé parce que l'anesthésiste pouvait avoir fait un tour. Parce que quand ils sont informés, ils prennent les mesures qu'il faut pour pouvoir aider la mère à s'en sortir ainsi que son enfant. Et enfin, donc, les cas les plus malheureux, et dans le cas de Hélène Gokana, les damnées, elles ne s'en sortent pas. Et parmi les damnées, là, on a aussi celles qui se font avorter et meurent à la suite de l'avortement. Et celles dont les complications de la grossesse, qui ont fait des septicémies, elles décèdent. Et parfois, leur enfant avec. Donc, dans ce parcours, il y a des femmes à qui on a fait le cerclage.
Quand on lui fait le cerclage, elle ne peut pas emprunter les motocyclettes parce que ça sera un problème pour l'évolution de sa grossesse. Il faut qu'elle soit dans un environnement approprié où elle doit par exemple être alitée. Donc, quand ce n'est pas le cas, il y a des difficultés. Quand elle va par exemple dans un centre de santé où la route n'est pas bien aménagée, même si c'est aménagé, il lui faut de l'argent pour prendre un dépôt, ce qui n'est pas toujours donné. Donc vous voyez, parfois elle fait une très longue distance avec le cerclage et ça pose problème. Et dans certaines maternités, il n'y a pas de couveuse. Quand elle accouche et que l'enfant est prématuré, on est obligé de séparer la mère de ses nouveau-nés. Parfois même, elle est obligée de sortir pour être dans le même espace, que dans la même formation hospitalière que celle où ses enfants sont internés. Donc ce n'est pas un parcours facile. C'est pour cette raison que j'ai dit dans cet article-là, je disais, accoucher au Cameroun, une véritable gageure. Ça ne veut pas dire que toutes ces femmes-là meurent, non. Il y en a qui s'en sortent bien, et même très bien, et qui accouchent entre de très bonnes mains, que ce soit des gynécologues, obstétriciens, des médecins ou des infirmières. Et comme moi je dis toujours, mon rôle n'est pas de désigner les coupables, mais davantage d'attirer l'attention de ces personnes qui ne font pas bien leur travail, que même si c'était un pis-aller, je pense que du moment où on y est, on doit donner le meilleur de soi. Et peut-être utiliser les corporations, la corporation qui est la nôtre, pour faire évoluer les choses. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils ne sont pas payés, on travaille dans des mauvaises conditions. Moi, je pense que tant qu'on est tant qu'on pose ces problèmes à ceux qui doivent résoudre, ces personnes peuvent résoudre le problème. Mais quand on... Bon, moi, je ne veux pas de toutes les façons être complice de telles choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, à force d'y travailler, culturellement, je pense qu'il faut repenser. Désolé pour la tautologie, il faut repenser l'accouchement parce que dans les zones du sud géographique, j'exclus le nord parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de collecter les données là-bas, les femmes préfèrent être accouchées, pas les hommes. J'allais y arriver, je voulais demander si sociologiquement ou anthropologiquement, il y a une raison à cela. Oui, la raison... général, les femmes, elles disent non, si c'est une dame, non. Non, la raison est toute simple. Les hommes sont compréhensifs, patients et aimables. Empathiques, c'est ça le mot. Pourtant, les femmes connaissent la douleur que les autres... C'est justement parce qu'elles connaissent la douleur qu'elles disent que vous, Oriane, bon, je suppose que je suis infirmière. Oriane, vous devriez savoir que la douleur fait mal, que l'accouchement est douloureux. Donc, ce n'est pas la peine de me casser les oreilles. Nous ne sommes pas, on va dire, à la maternelle. Donc, tenez-vous à carreau. Donc, il y a parfois des petites menaces, des tapettes et tout ça. Ça participe à fragiliser. Donc, une jeune fille est là, elle va accoucher. Ah, quand tu faisais, c'était bon, non? Comme ça entre, c'est pas comme ça que ça sort. Vous voyez, elle perd l'estime d'elle-même. Quand vous lui demandez même de pousser, elle n'a plus cette force-là de pousser. Or, l'autre qui est empathique va dire, oh, vraiment, ça va aller. Attends, quand la contraction arrive, je vais te dire ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, on est dans l'enseignement, un rapport empathique entre les deux. Or, je n'en veux pas à ces femmes qui le font parce que l'objectif, au moment où elles le font, c'est de tout faire pour que la fille ou la femme qui donne la vie s'en sorte. Mais elles ne comprennent pas souvent que psychologiquement, ça perturbe la donneuse de vie. C'est un peu ça. Donc l'homme, lui, il est empathique, il est compréhensif, il est patient. Or, et puis tout ça est compréhensible. La femme, quand elle est là-bas, quand elle est infirmière, elle a ses propres enfants. Elle n'a pas d'employé de maison. Donc elle regarde le débitmètre de l'oxytocin là. Elle sait qu'elle doit récupérer sa fille chez la voisine à 18 h. Or, à 17 h, vous êtes encore en train de lui perdre le temps. Parfois, elle est tentée d'augmenter le débitmètre, ne sachant, en oubliant ou en négligeant que les organismes ne sont pas les mêmes. Parce que, en tant qu'être humain, nous ne coagulons pas de la même manière. Or, ma petite observation depuis novembre où j'ai perdu mon neveu, l'épouse de mon neveu a perdu sa belle-sœur dans une grosse clinique de la place que je ne vais pas nommer, à la suite d'un accouchement.
parce que le terme technique m'échappe, mais elle ne coagulait pas rapidement, elle n'a pas vite coagulé, et on a pris les soins elle n'a pas été bénéficiaire des soins qu'il fallait à temps. Donc vous voyez, c'est dans une formation hospitalière où les salles d'accueil ont le cuir rembourré comme celui sur lequel je suis assise, et où il y a du personnel, mais je ne pouvais pas imaginer qu'en plein cœur d'Aqua, une jeune femme pouvait mourir après avoir accouché, on va dire par voie basse. Mais du fait du saignement, elle est passée de vie à trépas. Où était le médecin quand les saignements ont commencé? Donc, quand le saignement commence, on appelle, c'est plus de 2 heures après qu'il arrive. On l'a amené à la Quintini. Je pense qu'à la Quintini, quand on a vu que le pronostic vital était engagé, on a dit « Retournez d'où vous venez ». Elle est partie, on l'a amenée à la garnison militaire. Même discours. C'est finalement aux urgences de l'hôpital général qui accueille tout le monde qu'elle est décédée. Donc le problème n'est plus seulement le comportement de la femme elle-même, de son entourage, mais dans certaines situations, c'est le manque de professionnalisme de certains de nos médecins. Pour cette catégorie, et je redis bien, ce ne sont pas tous les médecins qui n'ont pas cette humanité en eux, mais certains qui pensent que, bon, c'est comme du pain que je vais acheter dans la boutique la plus proche. Mais c'est ce manque de professionnalisme au sein de cette catégorie de personnel qui, moi, me désole. Donc, je profite justement de votre fauteuil pour dire que il faudrait que les familles arrêtent de dire c'est Dieu qui l'a voulu, parce que personnellement, je vais être un peu grossier. Ça me saoule d'aller aux obsèques d'une femme qui est morte en voulant donner la vie et on dit c'est Dieu qui a voulu. Mais est-ce qu'il était écrit qu'elle devait mourir de cette manière? Nous, en tant qu'humains, quelle est notre responsabilité dans la survenue de son décès? Donc, que les parents aient le courage, que les parents ou les familles aillent au-delà de leur douleur pour porter plainte. Parce que si ces gens sont secoués régulièrement, je pense que ces personnes feront un peu plus attention. Et ceux qui ne sont pas aussi professionnels, mais qui sont toujours en train de dire achetez ci, achetez ça, feront un peu plus attention. Et que l'Ordre national des médecins fasse également son travail. Alors, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un peu sur le volet, sur l'impact de ces décès-là dans la famille. C'est toujours très difficile, hein, parce que l'homme qui perd sa femme est doublement handicapé. Il est dans certaines familles et dans plusieurs, c'est lui qui est toujours désiré pour coupable. Même s'il n'était pas là, hein, on dit que c'est lui. Parce que quoi? Le discours dit qu'il n'a pas bien pris soin de la femme. Donc les familles n'essayent pas de se mettre à la place de ce dernier qui vient de perdre parfois sa femme et son enfant. Parce qu'il y a des situations où les deux passent. Et quand on observe, j'ai actuellement 5 cas sous la main. Aucune de ces femmes n'avait 30 ans. La plus âgée avait 30 ans. Vous imaginez vraiment qu'une femme de 30 ans devrait mourir en voulant donner la vie dans une formation hospitalière, dans une clinique? Je pense que non. Donc il faut questionner la qualité de la prise en charge. Donc pour revenir à votre question, c'est l'homme qui subit, il est la victime d'une partie du système de santé qui ne participe pas à faire de la maternité quelque chose de triomphant et la mère qui donne la vie, et lui qui doit être père. Parce que lui aussi, ce n'est pas parce qu'il ne porte pas la grossesse qu'il n'est pas en désir de paternité. Il veut paterner et tous les jours il est inquiet de ce qui arrive à sa femme. Et il ne souhaite pas que sa femme le quitte de cette manière-là. Le vœu serait vraiment même que elle meurt même 2 ans après, mais pas tout de suite. C'est trop douloureux. Et pour vous dire, dans les pays comme l'Angleterre, les décès maternels constituent les décès des filles et les femmes
qui meurent avant que leurs enfants, qui meurent ayant accouché avant que leur enfant n'ait fêté son premier anniversaire. Donc si vous avez un enfant et vous mourrez avant qu'il n'ait, avant c'est 1 an, on considère que c'est certainement une complication de la grossesse ou de l'accouchement ou de la période postpartum et même de la suite qui a entraîné votre décès. Vous voyez jusqu'à quel niveau eux y vont. Or, dans notre pays, c'est 42 jours après. Si vous mourrez 42 jours après l'accouchement, votre décès, après un avortement ou après l'accouchement, votre décès est classé comme un décès maternel. Donc, il est important qu'on forme davantage de sages-femmes parce que je suis sûr que dans toutes nos 10 régions, il y a des gens qui ont minimum le CEP ou ce niveau-là. Parce que les travaux que j'ai lus sur la Suède, c'est depuis 1870 qu'on comptabilise les décès maternels dans ce pays. Et la pionnière là-bas fabriquait des livres pour renseigner les autres femmes des différentes communautés rurales, pour leur dire voilà comment la grossesse se présente. Elle fabriquait des poupées. Voilà comment la grossesse, le ventre de l'enfant, de la femme, le bébé à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Quand il y a les difficultés, voilà ce qu'il faut faire. Donc, l'obstétrique a évolué et il est démontré que partout où ce savoir a été divulgué, il y a eu un recul de la mortalité. Donc, si dans notre pays, au XXIe siècle, on continue à avoir 6000 décès par an, c'est qu'il y a problème. Ce n'est pas seulement la femme qui en est responsable, mais tous les éléments autour, la qualité de la prise en charge, la professionnalisation des soins ou le professionnalisme de certaines personnes qui y officient. Sinon, comment comprendre qu'on accouche à l'hôpital et on décède? Est-ce qu'il faut aussi soulever le volet culturel ici? Bien sûr qu'on va soulever le volet culturel. Alors, qu'est-ce que les familles doivent faire, sachant surtout que la grossesse jusqu'à l'accouchement, c'est vraiment un voyage vers l'inconnu? Oui, dans toutes nos cultures, on dit que la grossesse, c'est la survie et la mort. Donc, on a, comme on dit communément, un pied dans la tombe, un pied en dehors. Si les femmes veulent continuer de garder le secret de leur grossesse, elles peuvent quitter leur quartier, elles peuvent ne pas aller dans les formations hospitalières les plus voisines de leur habitation et aller ailleurs. Moi, j'ai vu des femmes qui partaient de PK15 pour aller à l'hôpital de la Cité des Palmiers parce qu'elles ne voulaient pas aller dans l'hôpital, dans les centres de santé, dans leur voisinage, parce que pour elles, il faut pas que tout le monde soit au courant, mais dès lors que le ventre est visible, il n'y a plus de problème. Et par ailleurs, dans nos centres de santé privés, il y a beaucoup de cas. Parce que une femme arrive, vous ne connaissez pas ses antécédents obstétriques, vous commencez à vous la garder. Alors que vous aurez pu l'envoyer dans un hôpital de district ou à l'hôpital La Quintini, où le personnel est plus outillé, même si vous n'avez pas fait de consultation prénatale. Or, vous allez voir des cas où on va garder une femme plus de 48 heures dans une formation hospitalière, dans un centre de santé, où le personnel, autant pour moi, n'a pas la compétence nécessaire. Donc l'État devrait mettre, ou l'Ordre national des médecins, même comme j'ai entendu un responsable dire qu'on peut donner l'autorisation de fermeture à 7h30, à 12h, on a l'autorisation d'ouverture. Donc on peut donc proposer que dans les centres de santé de quartier, qu'on ne fasse que les consultations prénatales, parce que c'est quand même une aide que ces personnes-là apportent aux femmes enceintes, et que les grossesses à risque soient renvoyées vers les hôpitaux de district ou les hôpitaux de référence, afin de permettre de sauver les vies. Parce que quand vous avez une femme qui a une hémorragie de la délivrance à PK11, et vous voulez la mener à l'hôpital La Quintini, mais elle va mourir à l'entrée de La Quintini, et l'histoire retiendra qu'elle est morte à La Quintini. Or, le personnel était même à son chevet, mais il était un peu tard. C'est tout ça. Donc, il y a un accent qui doit être mis sur où est-ce qu'on doit faire ces consultations prénatales et jusqu'à quand. Parce qu'il y a des formations hospitalières qui vous disent que, ok, à l'époque, Camnafor était ainsi. On vous disait, vous faites vos consultations prénatales ici, mais vous n'allez pas accoucher ici. Parce que nous n'avons pas le plateau technique de vous faire accoucher, que ce soit par voie basse ou pas. Et on les referait ailleurs.
Donc ce tourisme que les femmes font pendant les consultations prénatales est également un problème. Elle commence ici, elle va là-bas. Parfois, elle est endettée ici, elle ne vient plus, elle va plutôt de l'autre côté. Donc, c'est un problème pluridimensionnel. Parfois même, c'est la famille qui y participe parce qu'elle traîne à prendre la bonne décision. La tante, elle a dit non, n'allons pas dans tel hôpital, allons plutôt là-bas parce qu'il y a toujours ces raisons. Et on doit pouvoir tenir compte de tous ces motifs pour pouvoir renseigner. Mais il est important qu'elle aille dans les formations hospitalières et que le volet humain soit au cœur de la prise en charge parce que l'hôpital est fondamentalement humanisant oui, des salles d'accouchement. Oui, l'hôpital c'est un lieu d'accueil. La maternité parce que quand on est à la maternité, quand on est dans ces espaces-là, on ne regarde pas si vous êtes beau, belle, encore que c'est relatif, si vous êtes court, propre ou sale, peu importe. Le problème, c'est de vous sauver. C'est sa fonction première. Mais maintenant, ce sont les comportements des humains qui amènent à perdre ce côté-là. Donc, humaniser les soins, c'est être disponible pour la femme quand elle arrive. Et la femme aussi doit savoir que elle doit aussi du respect à l'autre qui l'accueille, parce que ça doit pas être une relation. Oui, non, les douleurs, on doit les socialiser. On doit comprendre que c'est parce que la paroi pelvienne là doit s'ouvrir pour que la tête de l'enfant puisse passer. Donc ce n'est pas comme si c'est prévu. Elle a les hormones qui la dérangent, peut-être c'est pour ça qu'elle ne... Mais même jusque-là, elle doit penser plutôt à sa survie et à la survie de l'enfant. Parce que parfois, quand vous le poussez pour au bon moment, ça peut empêcher l'infirmière accoucheuse de bien faire son travail et même le médecin. Tel que les médecins disent, il faut toujours dans ce cas-là suivre les instructions, soit oui, de l'infirmier accoucheur, soit de l'obstétricien. Absolument. Les chiffres, selon des études quand même, les chiffres seraient en nette amélioration de la mortalité maternelle. Pas au Cameroun en tout cas. On parle justement, il parle du Cameroun, d'une réduction de 40%. Il se base même sur quoi? Quand on vous parle de 6 000 décès par an, si on divise par 365 jours, ça fait à peu près un décès toutes les 2 heures. À peu près. Jusqu'en 2012, par 24 heures au Cameroun, 12 femmes, filles ou femmes en état de grossesse, accouchées ou pas, mouraient. Et ça n'a pas vraiment changé. Donc même s'il y a la qualité de la prise en charge s'est améliorée, mais tout se passe au moment de l'accouchement. L'accouchement est en train de devenir un réel péril pour les femmes. Pour sortir, docteur, j'aimerais quand même qu'on parle du suivi j'ai envie de dire non, je ne vais pas dire les victimes, des partenaires, c'est-à-dire partenaires, famille, enfants, peut-être qui est resté si sa mère est partie. Quel suivi pour cela? C'est la famille qui doit, à ce moment-là, la famille doit beaucoup intervenir en encadrant la personne qui a perdu sa femme. Parce que pendant que vous pleurez votre fille, lui, il pleure son épouse. Parce que le mariage, c'est une entreprise où les deux avaient des actions. Et leurs actions, c'était entre autres les enfants, les projets et autres. Donc, quand lui, il a le bras droit complètement amputé, il lui faut du temps pour s'en remettre. Parce que parfois, même les familles en veulent aux hommes qui se remarient après avoir perdu leur femme au cours du don de la vie. De vous à moi, si c'était vous le père du garçon, vous allez demander à votre fils de ne plus jamais avoir une femme dans sa vie parce qu'il a perdu. Parce que lui aussi, il reste traumatisé. Parce que chaque fois que sa nouvelle femme ou compagne sera enceinte, il s'en inquiétera toujours. Il va toujours se demander, est-ce que ça va se passer comme la dernière fois? Et il n'a aucune garantie que ça ne va pas se passer comme la dernière fois. Donc, les parents devraient être, les familles des deux côtés devraient être plus compréhensifs, se mettre à la place de celui qui a perdu sa partenaire au sens strict du terme, et donc l'accompagner afin qu'il puisse continuer son bonhomme de chemin. Mais que ces familles-là apprennent à porter plainte. Même si dans certains cas on va trouver les raisons médicales, mais il faudrait que les gens puissent s'expliquer. Parce que le fait de savoir que jeudi vous aurez audience à Bonadio, parce qu'une femme est morte entre vos mains,
la prochaine femme que vous allez recevoir, vous allez faire un peu plus attention. Parce que le Dieu a voulu, non. Parce que pour ceux qui sont même chrétiens, même la mère de Benjamin qui est décédée, elle n'est pas décédée parce qu'elle a mis au monde Benjamin, hein. Elle est décédée du fait de la longue marche qu'elle a eu à faire. La Bible dit, la femme enfantera dans la douleur, mais à aucun moment elle dit, la femme mourra en voulant donner la vie. Donc c'est quelque chose de naturel. Quand la vache met bas, avez-vous déjà vu un personnel en train de l'aider à mettre bas? Mais tous leurs enfants vivent ou survivent. D'où vient-il que l'être humain qui a le savoir, toute l'intelligence nécessaire, n'arrive pas à aider une autre femme à sauver la vie? J'ai même comme l'impression que les femmes meurent plus aujourd'hui qu'au temps de nos parents. Or, certaines de nos mères n'ont pas accouché en milieu hospitalier et les cultures avaient même des noms pour recenser les enfants dont les mères sont décédées en voulant leur donner la vie. Il n'y en a pas beaucoup du côté de l'Ouest et ça permet de comptabiliser. Parce que c'était un événement majeur, dramatique, auquel il fallait se préparer et continuer d'accompagner la famille. Donc il est bon que dans nos cultures, qu'on prenne ce qui peut nous aider à avancer et que dans le savoir obstétrical, on prenne également ce qui peut nous aider à avancer pour permettre à la femme d'accoucher dans de très bonnes conditions. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir prêté votre siège. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.